Il y avait une enveloppe sur ma table de nuit depuis 2 ans. Je ne l'avais pas ouverte devant elle. Je ne l'avais pas détruite non plus. Je l'avais gardée comme on garde une blessure propre sous un pansement, en sachant qu'un jour, il faudrait regarder dedans pour comprendre exactement ce qui avait été fait. Ce matin-là, en me levant, j'ai senti le soleil de Perpignan entrer par les volets entr'ouverts du 18 rue du Castillet, et j'ai posé la main sur cette enveloppe avant même de mettre mes lunettes. Le papier était légèrement jauni sur les bords. Ma main tremblait un peu, comme elle tremble toujours le matin maintenant, depuis la maladie. Mais mes doigts connaissaient ce rectangle de papier par cœur. Je l'avais touché des centaines de fois dans l'obscurité, comme on touche une cicatrice, pour vérifier qu'elle est encore là. Mon nom est Madeleine Artois. J'ai 79 ans. Et ce que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais dit à voix haute dans son entièreté. Pas même à sœur Agnès. Pas même à Julien, mon petit-fils, qui est le seul à avoir compris sans que j'aie besoin de tout expliquer. Je vais vous raconter comment ma propre fille a décidé que ma vie était devenue une inconvénience. Et comment la vérité, après 2 années dans le noir d'un tiroir, a fini par entrer dans la lumière d'une église. Avant d'aller plus loin, je dois reprendre mon souffle. Ces premières phrases me coûtent déjà quelque chose. Dites-moi, vous qui écoutez, d'où venez-vous ce soir? Quelle ville? Quelle région? Mettez-le dans les commentaires parce que je lis chacun d'entre eux. Vraiment. Et quelle heure est-il chez vous? Est-ce que vous écoutez ceci dans un moment de calme? Peut-être tard le soir quand la maison est silencieuse. Je comprends cela mieux que vous ne le pensez. Si cette histoire vous touche déjà, laissez un petit cœur, un like, cela me dit que vous êtes là avec moi. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Et peut-être que celle que je vais vous raconter est une histoire que quelqu'un près de vous a besoin d'entendre. D'accord. Maintenant, laissez-moi continuer. J'ai grandi à Perpignan, dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais qui avait beaucoup de dignité. C'est ma mère qui m'a appris ça, cette distinction-là. On pouvait manquer de choses. On ne manquait pas de tenue. Elle préparait le repas, même les soirs, où il n'y avait pas grand-chose à mettre dans la casserole, et elle mettait la nappe quand même. Elle disait que les formes étaient une façon de respecter les gens assis à la table, même quand c'était seulement nous. J'ai ce souvenir d'elle qui revient parfois sans prévenir. Elle était debout dans la cuisine de notre appartement du boulevard Mercader, une femme petite et droite, avec des mains rouges d'avoir trop lavé le linge des autres, et elle chantait quelque chose à voix basse en remuant une soupe. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Je ne savais pas encore que cette image allait devenir une encre. Quelque chose à quoi s'accrocher dans les eaux mauvaises. Mes mains à moi ressemblent aux siennes maintenant. C'est une chose que je remarque quand je prépare mon café le matin. Des mains qui ont travaillé, qui ont porté, qui ont soigné. Je les regarde et je vois ma mère. Et parfois je vois aussi tout ce que j'ai fait pour ma fille Élodie en pensant que c'était normal, que c'était ce que font les mères, sans savoir qu'un jour elle regarderait ces mêmes mains en pensant à une charge. Mon appartement du 18 rue du Castillet est petit. 3 pièces, un balcon qui donne sur la rue pavée, une cuisine étroite où je tiens à peine à 2. Les murs sont blancs avec le temps qui les a rendus légèrement crème, et il y a partout des cadres avec des photos, des petites choses rapportées des marchés, un crucifix en bois au-dessus de la porte d'entrée que ma mère m'a donné le jour de mon mariage avec François. François est mort depuis 12 ans. Cancer du poumon. Il est parti en 6 mois à peine, sans prévenir vraiment, parce que les hommes de sa génération ne parlaient pas de ce qui allait mal dans leur corps avant que ce ne soit trop tard. Depuis sa mort, c'est moi seul dans cet appartement. Moi et mes habitudes. Le café à 7 heures, la messe du dimanche à Saint-Jacques, le marché le mardi et le vendredi. Les coups de téléphone avec mon frère Rémi, 72 ans, qui vit à Nîmes et qui appelle régulièrement pour vérifier que je suis encore en vie, ce qui est sa façon maladroite de dire qu'il m'aime. Quand la maladie est arrivée, j'avais 77 ans. Ce n'était pas la première alerte. Il y avait eu des choses avant, des petites choses, une fatigue qui ne passait pas, des douleurs que j'attribuais à l'âge, des examens qui revenaient avec des mots un peu flous que le médecin expliquait en souriant pour ne pas effrayer. Mais ce matin de novembre, quand le docteur Fournier au centre médical Saint-Roch a posé les mains à plat sur son bureau avant de parler, j'ai su que les mots de cette fois ne seraient pas flous. Ils ne le furent pas.
Je me suis retrouvée dans le couloir avec une ordonnance, un rendez-vous pour la semaine suivante et la conscience que ma vie venait de se diviser en deux parties, l'avant et l'après. J'ai appelé Élodie depuis le couloir du centre médical. Elle a décroché après 3 sonneries. J'entendais derrière elle le bruit de la rue, des voitures, peut-être un café. Je lui ai dit ce que le médecin avait dit, simplement, sans dramatiser, parce que c'est ma façon. Il y a eu un silence. Puis elle a dit qu'elle passerait en fin de semaine. Elle n'est pas passée ce vendredi-là. Elle est passée le suivant. Et même ce soir-là, dans mon salon, assise en face de moi avec son manteau encore sur les épaules, comme si elle allait repartir dans 5 minutes, elle a regardé ses mains plus qu'elle ne m'a regardé moi. Je notais ces choses, à l'époque. Pas pour lui en vouloir. Pour comprendre. Je pensais que c'était de la peur. Que certaines personnes réagissent à la maladie des autres par une sorte de fuite instinctive, parce qu'elles ne savent pas quoi faire de leur impuissance. Je donnais des explications à ces comportements comme on donne des excuses à quelqu'un qu'on aime encore trop pour voir clairement. Élodie a 40 ans. Elle est belle d'une façon un peu froide, comme certaines fleurs qui semblent parfaites parce qu'elles ne penchent jamais. Elle a épousé Mathieu Delorme, 43 ans, un homme calme qui travaille dans l'immobilier et qui a la bonne habitude de ne pas parler beaucoup, ce qui, dans cette famille, s'est révélé être à la fois une qualité et un défaut. Ils vivent dans une maison propre aux Aspres, pas très loin de Perpignan, avec un jardin que Mathieu entretient le week-end et une cuisine que l'on sent rarement servir. Julien, leur fils, a 27 ans. Il est le contraire de sa mère en presque tout. Grand, un peu gauche dans ses mouvements, avec des yeux clairs qui regardent les gens vraiment, jusqu'au fond, comme si voir les gens était quelque chose qu'il avait décidé de faire sérieusement. Il était étudiant en lettres quand la maladie a commencé. C'est lui qui m'a envoyé un message 2 jours après l'annonce du diagnostic. Pas pour demander ce qu'il pouvait faire, mais pour dire qu'il pensait à moi. Ce sont des choses petites, mais elles comptent d'une façon qui n'est pas petite du tout. Les premiers mois du traitement ont été durs, d'une façon que je ne saurais pas bien décrire à quelqu'un qui ne l'a pas traversé. Pas seulement la fatigue du corps, qui est réelle et qui pèse d'une façon que les mots n'attrapent pas vraiment. Mais la fatigue de naviguer seul dans un système médical qui vous traite bien, mais qui n'a pas le temps de vous tenir compagnie. Les salles d'attente, les formulaires, les rendez-vous aux heures impossibles où il faut prendre un taxi parce que vous ne pouvez pas conduire. Le retour chez vous après un traitement difficile dans un appartement silencieux, où le silence ne ressemble pas à la paix, mais à de l'oubli. C'est lors d'une de ces sorties du centre médical que j'ai rencontré sœur Agnès. Elle n'est pas religieuse au sens où on l'imagine, avec la cornette et l'habit. Elle est bénévole de l'association Présence aux malades qui œuvre au sein de Saint-Roch depuis une 20aine d'années. 65 ans, des cheveux courts et gris, des lunettes rondes derrière lesquelles ses yeux brillent d'une façon qui fait penser aux gens qui ont appris à être heureux de choses simples. Elle était là ce jour-là dans la salle d'attente avec un plateau de thermos et de petits gâteaux secs et elle m'a tendu une tasse de thé avant même que je lui ai demandé quoi que ce soit. Nous avons parlé 20 minutes ce premier jour, de rien d'important, de Perpignan, du vent qui avait soufflé la nuit précédente, d'un livre qu'elle avait lu. Mais quelque chose dans cette conversation m'a rappelé que j'existais en dehors de mon dossier médical. Et cela, à ce moment-là, valait plus que n'importe quel médicament. Mon frère Rémi savait que j'étais malade. Il me proposait régulièrement de venir s'installer quelque temps, de me ramener à Nîmes, de faire quelque chose. Mais il a 72 ans lui-même, une mauvaise hanche, et sa femme Jeanne, qui ne va pas très bien non plus. Je lui disais que tout allait. Pas parce que tout allait, mais parce que le lui dire autrement lui aurait fait du mal sans lui donner les moyens d'aider vraiment. Élodie venait. Pas souvent, mais elle venait. Elle m'apportait des provisions, elle vérifiait que j'avais mes médicaments, elle regardait autour d'elle dans l'appartement avec un regard qui n'était pas tout à fait le regard de quelqu'un qui s'inquiète. C'était plutôt le regard de quelqu'un qui inventorie. Comme si elle comptait les choses, comme si elle calculait quelque chose. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai mis ce regard quelque part dans la catégorie des choses que je ne voulais pas regarder de trop près. Et puis, il y a eu ce mardi de février. Froid, le ciel blanc au-dessus des toits de la ville.
J'avais eu une consultation difficile le matin, des résultats qui demandaient une révision du traitement, un médecin qui parlait avec précaution de nouvelles options et de délais. Je sortais de la consultation avec ma chemise de documents serrée contre la poitrine, dans ce couloir carrelé blanc du centre médical, et Élodie était là parce qu'elle m'avait proposé de m'accompagner ce jour-là, et j'avais accepté avec reconnaissance. 2 infirmières passaient. Elles nous ont regardés, Élodie et moi, et Élodie a dit quelque chose. Je ne vais pas répéter exactement ces mots. Pas encore, pas tout de suite. Je vais vous dire seulement qu'elle a parlé de moi à la 3e personne alors que j'étais debout à 30 centimètres d'elle. Et qu'elle a utilisé l'expression « terminer sa propre histoire » avec dignité. Comme si vivre encore était un manque de dignité. Puis elle a regardé sa montre. Elle m'a dit qu'elle devait y aller. Et elle est partie. Je suis resté dans ce couloir blanc, avec mes documents contre ma poitrine, et le bruit de ses talons qui s'éloignaient. Je n'ai pas pleuré dans le couloir. Je garde les larmes pour chez moi, c'est une vieille habitude. Je me suis assise sur un banc, et j'ai regardé les gens qui passaient, et j'ai pensé que le monde continuait de tourner, même quand quelque chose vient d'être brisé en vous de façon définitive. C'est dans ce banc-là que sœur Agnès m'a trouvé une demi-heure plus tard. Elle n'a rien dit. Elle s'est assise à côté de moi, elle a sorti un thermos de sa sacoche et m'a versé du thé. Et c'est là, dans cette tasse de thé tenue à 2 mains, que j'ai compris que ma fille était partie. Dans les semaines qui ont suivi ce mardi de février, j'ai appris ce que signifie être seul d'une façon que la solitude ordinaire ne prépare pas. Il y a la solitude de l'absence choisie, celle qui ressemble à de la liberté. Et il y a la solitude de l'abandon, qui ressemble à une pièce dont quelqu'un a emporté tous les meubles. Les murs sont là, les fenêtres sont là, mais l'espace est devenu étrange à lui-même, trop grand et trop vide en même temps. Mon appartement de la rue du Castillet a pris cette texture-là dans les mois qui ont suivi. La table mise pour une seule personne, le casque de téléphone qui ne sonne pas aux heures où il sonnait avant, la chaise de la cuisine où Élodie posait son sac quand elle passait, vide maintenant d'une façon qui se remarque. Je me suis surprise plusieurs fois à mettre 2 tasses à café le matin avant de me rappeler. Ce sont ces petits réflexes du corps qui sont les plus cruels. Ils se souviennent avant que la conscience suive. Élodie avait disparu non seulement de ma vie réelle, mais aussi de la version que les autres avaient de ma vie. J'ai appris cela progressivement, par des détails qui semblaient anodins pris séparément, mais qui formaient un tableau quand on les regardait ensemble. Mon frère Rémi qui m'appelle et qui me dit en passant qu'Élodie lui a dit que tu avais refusé son aide encore une fois. Je ne comprends pas d'abord. Refuser comment? Il me répond qu'elle lui a dit que j'étais devenue difficile, que j'insultais les gens qui essayaient de m'aider, que j'avais mes mauvais jours. Je reste silencieuse au téléphone. Rémi me demande si tout va bien. Je lui dis que oui. Je raccroche et je reste assise dans mon fauteuil pendant très longtemps. Élodie avait construit une autre histoire. Et cette autre histoire circulait pendant que moi, j'étais là dans mon appartement à compter mes comprimés et à apprendre à vivre autrement. Sa version à elle était propre, logique, symétrique. Elle avait tout ce qu'il faut pour qu'on y croie. Elle était la fille qui avait tout essayé, la fille épuisée par une mère impossible, la fille qui, après des mois d'efforts sans retour, avait dû accepter que sa propre santé mentale comptait aussi. Cette version-là s'entend. Elle trouve de l'écho. Les gens hochent la tête. Ils comprennent l'épuisement des aidants. Ils comprennent les limites. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas eu d'aidante. Il n'y a pas eu d'épuisement lié à l'aide donnée. Il y a eu une fille qui n'était pas venue. Colette Delorme, la belle-mère d'Élodie, m'avait toujours traité avec la courtoisie un peu distante de ceux qui ont décidé de ne pas se mêler des affaires familiales de leurs enfants. Une femme soignée, 69 ans, ancienne institutrice, qui portait des robes à imprimer et des chignons bas, et qui avait la qualité rare de tenir ses opinions pour elle jusqu'au moment où elle décidait de les dire, auquel cas elle les disait avec une précision qui ne laissait pas de place à la discussion. Elle croyait Élodie. Je le savais. Je ne lui en voulais pas vraiment. Elle n'avait pas accès à mes matins du centre médical. Elle n'avait pas vu ce couloir de février.
Elle avait une belle fille de 40 ans qui lui racontait quelque chose avec des larmes dans les yeux, et les larmes ont une autorité que les absents ne peuvent pas contester. Mathieu, le mari d'Élodie, était dans la même position. Un homme fondamentalement honnête, je crois, mais qui avait appris depuis longtemps que dans son mariage, les informations arrivaient par un seul canal. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas voir, c'est qu'on ne lui avait pas montré. Sœur Agnès venait 2 fois par semaine. Elle apportait des provisions parfois, des petites choses du marché, des herbes fraîches, un morceau de fromage, quelques fruits. Elle s'asseyait dans la cuisine avec moi et nous parlions. Pas de la maladie seulement, de tout, de Perpignan, de la tramontane qui avait soufflé 2 jours de suite, d'un livre qu'elle lisait, d'un voisin de mon immeuble qui avait un chien qui chantait la nuit. Ces conversations avaient une qualité particulière. Elle me traitait comme une personne entière, pas comme un diagnostic. Je me souviens d'un jeudi après-midi de mars où elle était là et où j'ai reçu un document du Centre médical Saint-Roch. Ce n'était pas une convocation, pas une ordonnance. C'était une lettre de l'administration concernant la gestion de mon dossier. Je n'ai pas tout compris tout de suite. Les lettres administratives médicales ont un langage qui demande qu'on s'y arrête. Mais au bout d'un moment, j'ai compris que quelqu'un avait demandé à l'administration que toutes les communications concernant mon traitement lui soient adressées en priorité. Que cette personne avait expliqué que j'avais du mal à me repérer dans les documents médicaux, que mon discernement émotionnel était fragilisé par la maladie, et que dans mon intérêt, il valait mieux centraliser les informations. Cette personne, c'était Élodie. Je me souviens du moment précis où cette phrase du document a pris sens dans ma tête. Sœur Agnès était encore là, assise en face de moi, et elle m'a regardé changer de visage parce que mon visage a changé, j'en suis sûre, dans ces secondes-là. Elle m'a demandé doucement ce que c'était. Je lui ai lu le passage. Pas tout, juste ce passage-là. Il y a eu un silence dans ma cuisine qui avait une texture. Puis sœur Agnès a dit, très calmement, qu'elle pensait que je devrais garder ce document. Je l'ai gardé, dans l'enveloppe, celle qui allait rester 2 ans sur ma table de nuit. Permettez-moi de m'arrêter ici un instant. Je sais que ce que je vous raconte est lourd. Ça l'est pour moi aussi, même maintenant, même avec le temps qui a passé. Mais vous savez ce qui m'aide, savoir que vous êtes là. Alors dites-moi, d'où vous écoutez ce soir? Quelle est votre ville? Êtes-vous seul ou quelqu'un est-il avec vous en ce moment? Laissez-moi un commentaire. Je les lis vraiment. Et si cette histoire vous touche, si vous reconnaissez quelque chose dedans, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela me dit de continuer à raconter. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Il y a une nouvelle histoire chaque jour ici. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire, quelqu'un qui a eu le sentiment que sa propre famille le regardait comme un fardeau, partagez ceci avec cette personne. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Les mois qui ont suivi ont été une traversée. Je n'utilise pas ce mot à la légère. Traverser, c'est quand on n'est pas sûr d'arriver de l'autre côté, mais on continue quand même parce qu'on n'a pas d'autre direction que l'avant. Mon médecin ajustait le traitement. Mon corps répondait, pas vite, pas bien, mais il répondait. Il y avait des jours où se lever du lit était une victoire suffisante pour une journée entière. Des jours où marcher jusqu'à la fenêtre pour regarder la rue du Castillet comptait comme une sortie. J'ai appris à ne pas mépriser ces petites victoires. C'est peut-être la chose la plus utile que la maladie m'ait apprise. Pendant ce temps-là, la version d'Élodie continuait de circuler. Rémi m'a rappelé un soir en avril pour me dire qu'Élodie lui avait confié que je refusais maintenant même les aides soignants que l'hôpital proposait. Je lui ai dit que c'était faux. Il y a eu un silence. Le genre de silence qui dit « je te crois mais je ne sais pas quoi faire de ça ». Je lui ai dit que tout allait bien et que ce n'était pas la peine de s'inquiéter. Je savais en raccrochant que cette conversation avait laissé quelque chose de non résolu dans sa tête. Ce que je n'ai pas dit à Rémi, pas encore, c'est que j'avais aussi appris d'autres choses sur ce que ma fille avait fait dans le dos du monde médical. Sœur Agnès, avec toute sa discrétion, m'avait aidé à comprendre que la demande faite à l'administration du centre médical n'était pas isolée. Il y avait eu un appel au médecin traitant. Il y avait eu une tentative de prise de rendez-vous en mon nom pour une évaluation de la capacité de discernement.
Cette évaluation-là, si elle avait été conduite et si les résultats avaient été orientés de la bonne façon, aurait pu aboutir à une mise sous tutelle ou sous curatelle. Je vous laisse réfléchir à ce que cela signifie. Une femme qui n'a rien d'autre à faire que de se rétablir, qui se retrouve à devoir aussi se défendre contre l'idée que son propre jugement est suspect. Je n'ai pas eu peur. Ou plutôt, j'ai eu peur, mais au fond de la peur, il y avait quelque chose d'autre, une clarté froide. La certitude que si cette histoire devait prendre fin, elle prendrait fin avec la vérité dite. Pas la vérité criée, pas la vérité spectaculaire. La vérité dite simplement, au bon endroit, au bon moment. Sœur Agnès est devenue mon alliée de facto dans cette période. Elle ne me le proposait pas en ces termes. Elle n'avait pas de plan, pas de stratégie. Mais elle avait quelque chose de précieux. Elle savait naviguer dans le monde médical et administratif avec la patience de quelqu'un qui a passé 20 ans à aider des gens que les systèmes oublient. Elle connaissait les droits des patients. Elle connaissait les procédures. Et elle avait cette qualité rare de ne jamais parler plus fort qu'il n'était nécessaire. C'est elle qui m'a conseillé de tenir un journal. Pas un journal intime, pas un espace pour les émotions, mais un carnet de bord factuel. Les dates, les personnes présentes, ce qui avait été dit ou fait. Le genre de document qui est banal quand rien ne se passe et qui devient une preuve quand quelque chose se passe. J'ai commencé ce carnet le lendemain de notre conversation. Un petit carnet à couverture bleue que j'ai acheté à la papeterie de la rue Louis Blanc. J'y notais tout. Chaque visite médicale, ce qui avait été discuté, qui était présent. Chaque appel d'Élodie, sa durée, ce qu'elle avait dit. Chaque démarche administrative que j'effectuais moi-même pour montrer que mon discernement fonctionnait parfaitement bien. J'y collais les copies des convocations médicales, les ordonnances, les reçus de pharmacie. Ce carnet est devenu le témoin silencieux de ma traversée. Julien m'a appelé une fois en mai. Pas pour parler de sa mère, pas pour prendre un parti, juste pour appeler. Il m'a demandé comment j'allais vraiment. J'ai apprécié ce vraiment. Les gens qui mettent un vraiment dans cette question font une différence avec ceux qui la posent par politesse. Je lui ai dit que j'allais mieux que le mois dernier. C'était vrai. Il m'a dit qu'il pensait à moi. Il a ajouté qu'il savait que les choses n'étaient pas simples. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire par là exactement. Mais j'ai compris qu'il avait des questions et que ces questions lui appartenaient et qu'il les poserait quand il serait prêt. Les traitements ont continué. Mon corps continuait sa traversée à lui, cette négociation lente et obstinée entre ce qui essayait de me faire défaut et ce qui voulait encore fonctionner. Le docteur Fournier était prudemment optimiste. J'avais appris à lire sa façon de parler. Prudemment optimiste de sa part était proche de ce que d'autres diraient franchement. Cela me suffisait. L'hiver est passé. Le printemps est revenu sur Perpignan avec sa lumière particulière, cette lumière qui entre par les rues obliques et fait ressembler les façades ocre à quelque chose d'antique et de vivant en même temps. Je me souviens d'un matin d'avril où je suis sorti marcher jusqu'au marché pour la première fois depuis plusieurs semaines. Pas loin. Jusqu'à la place de la République, pas davantage. Mais dehors, avec le soleil sur le visage, parmi les étals de fruits et les voies, avec l'odeur des herbes et du pain chaud du boulanger du coin, je me suis arrêté devant un étal de fleurs. Des anémones rouges, des tulipes jaunes pâles, quelques branches de mimosa. J'ai acheté un petit bouquet de rien du tout, quelques tiges que la marchande m'a enveloppées dans du papier brun avec le soin qu'on met aux choses qui comptent. J'ai porté ce bouquet jusqu'à chez moi et je l'ai mis dans un vase sur la table de la cuisine. Ce geste-là, ce bouquet acheté pour moi-même un matin d'avril, a été une sorte de déclaration. Une déclaration que je faisais à moi-même, en silence, sans témoin. J'allais continuer. Je n'allais pas terminer mon histoire avec la discrétion qui convenait à quelqu'un d'autre. J'allais rester là, dans cet appartement, avec cette lumière sur ces murs crème, aussi longtemps que mon corps le permettrait. Julien a commencé à passer sans prévenir. Une fois par semaine environ, parfois 2. Il arrivait avec du pain de campagne et du fromage, ou quelques fruits du marché, ou rien du tout, et seulement ses mains dans les poches, et cette façon de regarder les gens vraiment. Nous buvions du café. Nous parlions. Il me posait des questions sur ma vie d'avant la maladie, sur son grand-père François, que je lui décrivais parfois,
sur ce que Perpignan ressemblait quand j'avais son âge. Et parfois, prudemment, avec les précautions de quelqu'un qui tient à ne pas blesser, il me posait des questions sur sa mère. Pas des questions directes. Julien ne posait jamais de questions directes sur ce qui dérangeait. C'était plus des questions obliques, des portes entr'ouvertes qu'il laissait là et qu'il ne franchissait pas sans que je l'invite. Est-ce que vous parliez souvent avant la maladie? Est-ce que vous étiez proche quand elle était enfant? Est-ce qu'elle ressemblait à son père pour certaines choses? Je répondais honnêtement, sans accuser, sans défendre. Je décrivais Élodie comme je l'avais connue. Une enfant intelligente et autonome, qui apprenait vite et aimait qu'on le remarque. Une adolescente qui avait besoin d'avoir raison et qui supportait mal la contradiction. Une jeune femme qui avait construit une vie solide sur l'extérieur, qui contrôlait son image avec soin, qui s'était faite de ses propres mains et qui ne souhaitait pas qu'on regarde les traces de ce travail. Julien écoutait. Je le voyais réfléchir, assembler des choses dans sa tête que je ne voyais pas mais dont je devinais l'existence. Un soir de septembre, il m'a annoncé qu'il préparait son baptême. Il était entré en contact avec la paroisse de Saint-Jacques quelques mois plus tôt, avait suivi le parcours catéchuménat pour adultes, et il était prêt. Il voulait que ce soit à Perpignan. Il voulait que ce soit à Saint-Jacques, et il voulait que j'y sois. Je ne suis pas sûre de pouvoir décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce n'était pas seulement la joie de ce baptême, bien que cette joie soit réelle et grande. C'était quelque chose de plus précis, de plus personnel. C'était que mon petit-fils, 27 ans, avait regardé sa propre famille, avec toutes ses couches et ses non-dits et ses versions contradictoires, et avait décidé que la vérité valait plus que la paix de surface. Que commencer sa vie de foi en prétendant que sa grand-mère n'existait pas était quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Il m'a dit, simplement, qu'il ne voulait pas construire quelque chose de vrai sur des fondations qui avaient un trou dedans. J'ai posé ma tasse de café. J'ai regardé cet enfant, ce grand jeune homme maladroit et voyant, et j'ai compris que la famille avait quand même produit quelque chose de bien, quelque part dans sa chaîne compliquée. Ce soir-là, après son départ, j'ai pris l'enveloppe sur ma table de nuit. Je l'ai ouverte pour relire la lettre qu'Élodie avait envoyée à l'administration du centre médical. Je l'avais lue des dizaines de fois. Je la connaissais presque par cœur. Mais ce soir-là, je la relisais avec une question différente. Non plus avec la question que fait-on de ça, mais avec la question quand est-ce que cela sort enfin au grand jour. Le moment venait de se préciser. La cérémonie du baptême de Julien aurait lieu en décembre, au début de l'Avent, à l'église Saint-Jacques de Perpignan. Élodie serait là, Colette Delorme serait là, Mathieu serait là. Et moi, j'y serais aussi, avec mon enveloppe. Et peut-être, pour la première fois depuis 2 ans, les murs de la version d'Élodie s'effondreraient non pas à cause d'un cri ou d'une confrontation brutale, mais à cause de quelque chose de beaucoup plus solide. La vérité écrite de sa propre main. Le mois de novembre est arrivé sur Perpignan avec ce froid particulier du Roussillon. Un froid qui n'est pas le même que celui du Nord, pas humide et pesant, mais sec et tranchant, portant l'odeur de la tramontane et de la pierre froide. Je me souviens de ces matins de novembre, où je me levais avant le jour, quand l'appartement était encore dans l'obscurité complète et que les réverbères de la rue du Castillet dessinaient des rectangles de lumière orange sur le plafond de ma chambre. Je restais allongée quelques minutes à regarder ces rectangles, à écouter la ville qui se réveillait doucement, les premières voitures, une porte qui claque quelque part, le bruit d'une fenêtre ouverte dans l'immeuble d'en face. Ces minutes-là, entre le sommeil et le lever, sont devenues précieuses pendant ma traversée. C'est un espace où la tête est encore tranquille, avant que la journée avec tout ce qu'elle demande ne commence vraiment. Je les protégeais. Je ne regardais pas le téléphone, je ne pensais pas aux rendez-vous médicaux du lendemain, je ne retournais pas les conversations difficiles dans ma tête. Je restais simplement là, dans cet entre-deux, à laisser mon corps se rappeler qu'il était encore là. L'enveloppe sur la table de nuit était ma voisine constante. Je ne la regardais plus avec la même douleur qu'au début. Le temps avait fait quelque chose à cette douleur. Pas l'effacer, pas l'adoucir vraiment, mais la solidifier, la transformer en quelque chose d'autre, quelque chose qui avait du poids mais pas de la brûlure. Comme une pierre dans la poche plutôt qu'une flamme contre la peau. Julien passait régulièrement. Ses visites avaient pris un rythme qui nous convenait à tous les deux,
2 fois par semaine environ, souvent le jeudi après-midi et le samedi matin. Il arrivait avec du pain, toujours, et parfois autre chose. Un livre qu'il avait lu et qu'il pensait que j'aimerais. Des olives du marché. Une fois, une petite plante en pot, un géranium rose qu'il avait trouvé chez un fleuriste en solde et qui vit encore aujourd'hui sur mon balcon, beaucoup plus grand et beaucoup plus robuste qu'à son arrivée. Ces visites avaient changé de nature au fil des mois. Au début, elles étaient surtout pratiques. Julien s'assurait que j'avais ce qu'il me fallait, vérifiait que je mangeais correctement, regardait l'appartement avec un œil discret pour s'assurer que tout allait. Mais progressivement, quelque chose s'était approfondi. Nous avions commencé à parler vraiment, de lui autant que de moi, de ses questions sur la foi qui l'avaient amené vers le catéchuménat, de sa vie à Perpignan, où il avait trouvé du travail dans une librairie indépendante après ses études, de ses relations compliquées avec sa mère. Il ne me demandait jamais de choisir entre eux. C'était une chose que j'appréciais profondément. Il ne m'utilisait pas pour consolider une opinion qu'il avait déjà. Il cherchait vraiment à comprendre, avec la patience de quelqu'un qui sait que les vérités familiales ont plusieurs couches et que la vérité de surface n'est jamais la seule vérité. Un jeudi d'octobre, il m'a demandé directement comment cela s'était passé avec sa mère pendant ma maladie. Pas indirectement cette fois. Directement, les yeux dans les miens, avec le sérieux de quelqu'un qui a décidé d'être prêt pour la réponse. Je lui ai dit la vérité. Pas toute la vérité, pas encore l'enveloppe et ce qu'elle contenait, mais la vérité des faits que je pouvais lui donner sans lui donner quelque chose qu'il ne m'avait pas demandé. Je lui ai dit que sa mère était venue peu souvent, que les derniers mois avaient été difficiles à traverser seule, que j'avais trouvé du soutien ailleurs, et j'ai mentionné sœur Agnès, sa présence, ce qu'elle avait représenté dans cette période. Julien avait écouté sans m'interrompre. À la fin, il avait dit, doucement, qu'il avait des doutes depuis longtemps, que certaines choses que sa mère disait de moi ne correspondaient pas à la femme qu'il connaissait, que les histoires ne s'assemblaient pas tout à fait. Je lui ai demandé s'il avait parlé à sa mère de ses doutes. Il a secoué la tête. Pas encore. Je lui ai dit que ce n'était pas à moi de lui dire ce qu'il devait faire avec ça. Il a hoché la tête. Et on a bu notre café en silence. Un silence qui était plein de choses et qui n'avait pas besoin de mots pour l'être. C'est quelques jours après cette conversation que j'ai sorti l'enveloppe de la table de nuit et que je l'ai posée sur la table de la cuisine avec mon carnet à couverture bleue. J'ai tout relu. Pas avec de l'émotion, ou du moins pas seulement avec de l'émotion. Avec les yeux de quelqu'un qui essaie de comprendre ce qu'elle a en main et ce qu'elle peut en faire. La lettre qu'Élodie avait envoyée à l'administration du centre médical Saint-Roch était rédigée dans un français correct, presque formel, le genre de langage qu'on utilise quand on veut avoir l'air raisonnable et raisonné. Elle expliquait que j'étais sa mère, que j'étais en traitement, qu'en tant que fille unique, elle souhaitait être impliquée dans la gestion de mon suivi médical. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Mais ensuite, il y avait ces phrases que j'avais lues des dizaines de fois et qui me faisaient encore l'effet d'une eau froide sur la nuque. Elle écrivait que mon discernement émotionnel était compromis par ma situation médicale. Elle écrivait que j'avais tendance à mal interpréter les informations médicales. Elle écrivait, et c'est là le passage qui avait arrêté sœur Agnès et moi dans la cuisine ce jour d'hiver, qu'elle était préoccupée non seulement par ma santé, mais par le coût et les implications pratiques d'un traitement prolongé pour la famille. Et que, dans l'intérêt de toutes les parties, il valait mieux centraliser les décisions. Toutes les parties. Pas dans mon intérêt à moi. Dans l'intérêt de toutes les parties. J'ai posé la lettre sur la table à côté du carnet bleu. J'ai regardé ces deux objets côte à côte, la preuve de ce qui avait été fait et le témoignage de ce que j'avais traversé seul. Et j'ai compris ce que je devais faire. Je dois m'arrêter ici parce que mes mains tremblent un peu rien qu'à raconter cette partie. Pas de peur. De quelque chose qui ressemble à du soulagement anticipé. La vérité, quand on la porte longtemps seule, pèse d'un poids particulier. Et sentir qu'elle va bientôt être posée quelque part, dans la lumière, devant des gens, c'est une sensation étrange, à la fois libératrice et terrifiante. Si vous êtes toujours là avec moi, si vous écoutez cette vieille femme vous raconter 2 ans de sa vie, je voudrais vous demander quelque chose. D'où regardez-vous ce soir? Quelle est votre ville?
Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Et dites-moi, est-ce que vous avez déjà porté une vérité longtemps sans savoir quoi en faire? Est-ce que vous reconnaissez quelque chose dans ce que je vous raconte? Si oui, laissez un commentaire, laissez un like, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Et chaque histoire essaie de dire quelque chose de vrai sur les gens que nous aimons et les façons dont on se blesse parfois. Maintenant, laissez-moi continuer. Le père Antoine Marceau était le prêtre de la paroisse de Saint-Jacques depuis une quinzaine d'années. Un homme de 64 ans, solide, avec une façon de parler qui donnait l'impression qu'il réfléchissait vraiment à chaque phrase avant de la dire. Il avait accompagné Julien dans son parcours catéchuménat depuis le début, et Julien me l'avait décrit avec une affection qui m'avait donné envie de le rencontrer. Je l'ai rencontré en novembre, un mardi matin, dans son bureau de la cure qui donnait sur la place de la paroisse. Un bureau simple, des livres partout, une fenêtre avec un rideau de toile blanche par laquelle entrait la lumière froide de novembre. Il m'a servi un café. Nous avons parlé de Julien d'abord, de ce que le baptême signifiait pour lui, de la cérémonie prévue pour le premier dimanche de l'Avent. Et puis, parce qu'il était le genre de personne devant qui les choses se disent, j'ai parlé de l'enveloppe. Je ne lui ai pas tout dit ce jour-là. Je lui ai donné le cadre, la situation, ce qui s'était passé avec Élodie, la lettre, les 2 ans de silence. Je lui ai dit que j'avais l'intention de faire quelque chose avec cette vérité le jour du baptême de Julien. Pas pour créer un scandale, pas pour détruire quelqu'un, mais parce que la cérémonie serait peut-être le seul moment où toutes les personnes concernées seraient au même endroit en même temps. Et parce que commencer quelque chose de vrai dans un mensonge me semblait être le mauvais fondement. Le père Marceau avait écouté sans m'interrompre. Quand j'avais fini, il avait réfléchi un long moment en regardant sa tasse de café. Puis il avait dit que la vérité avait sa place dans les cérémonies religieuses, que ce n'était pas une intrusion, que c'était même l'inverse. Il avait dit aussi qu'il fallait réfléchir à la façon de faire, que la façon avait son importance. Pas par protection d'Élodie, par respect pour ce que le moment méritait. Nous avons parlé de la façon. Je suis rentrée chez moi cet après-midi-là avec quelque chose de posé dans la poitrine. Pas de la certitude, pas encore, mais une direction. Un chemin qui prenait forme. Ce qui est venu ensuite a demandé des semaines de préparation silencieuse. J'ai parlé à Julien. Pas de la totalité du plan, parce que ce n'était pas à lui de porter ça avant le moment. Mais je lui ai dit que j'avais quelque chose à partager ce jour-là. Quelque chose qui lui appartiendrait de savoir. Il m'a regardé avec ses yeux clairs et il m'a dit qu'il me faisait confiance. Ces 4 mots-là ont eu la même valeur pour moi que beaucoup de discours plus longs. J'ai parlé aussi à sœur Agnès, qui avait été présente depuis le début, qui connaissait chaque couche de cette histoire, et dont le jugement était pour moi une boussole. Elle a dit qu'elle pensait que j'avais raison. Pas avec enthousiasme, pas avec la satisfaction de ceux qui attendent une confrontation, mais avec la conviction calme de quelqu'un qui sait que les vérités enfouies font des dégâts à long terme, et que les sortir au grand jour, même douloureusement, est plus sain que les laisser pourrir sous la surface. Dans les semaines qui précédaient le baptême, j'ai observé ma santé comme on observe le ciel avant un voyage important. Elle était bonne, meilleure qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Le docteur Fournier, lors d'une consultation de début novembre, avait employé un mot qu'il n'avait pas encore utilisé, stabilisation. Il avait dit ce mot avec le même sourire prudent qui était sa marque de fabrique, mais j'entendais dans ce mot quelque chose de réel. Mon corps avait traversé. Il était de l'autre côté maintenant, pas indemne, portant ses marques, mais debout. J'ai acheté une robe pour la cérémonie, bleu marine, simple, avec un col arrondi. Une robe qui ne criait rien, mais qui n'était pas invisible non plus. J'ai sorti ma chaîne en or avec le médaillon de la Vierge que ma mère m'avait donné pour mon mariage. Je me suis regardée dans la glace de la salle de bain et j'ai vu une femme de 79 ans avec des cheveux blancs, des mains qui portent leurs années, et quelque chose dans les yeux qui n'était pas de la peur. Le soir qui précédait la cérémonie, j'ai sorti l'enveloppe une dernière fois. Je l'ai tenue entre mes mains dans le silence de l'appartement, avec la rue du Castillet qui murmurait en dessous, le bruit lointain d'un scooter, d'une conversation entre voisins. J'ai pensé à François, qui était mort, sans savoir ce que sa fille ferait à sa femme 10 ans après lui. Je me suis demandé ce qu'il en aurait pensé.
Je crois qu'il aurait été silencieux longtemps, comme il l'était toujours devant les choses difficiles, et puis il aurait dit quelque chose de court et de précis. François n'utilisait jamais beaucoup de mots, mais ceux qu'il choisissait pesaient leur poids. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac à main. Le petit sac en cuir noir que j'utilise pour les occasions. Le fermoir a cliqué, et quelque chose dans ce bruit m'a semblé définitif d'une bonne façon. J'ai dormi cette nuit-là. Vraiment dormi, sans me réveiller, sans tourner dans le lit. C'est une chose que je note parce qu'elle était rare depuis longtemps. Le sommeil profond d'avant la maladie m'avait abandonné avec beaucoup d'autres choses. Cette nuit-là, il est revenu. Comme si mon corps savait que quelque chose allait se résoudre et pouvait se permettre de se reposer. Le matin du baptême, le premier dimanche de l'Avent, j'ai préparé mon café avec soin. J'ai pris le temps de le boire debout au balcon, dans l'air froid du matin, en regardant la rue du Castillet qui commençait à s'animer. Il y avait une femme qui promenait un petit chien blanc, un boulanger qui entrait dans sa boutique avec un trousseau de clés, 2 lycéens à vélo. La vie ordinaire d'une ville en dimanche matin, tranquille et sans spectacle. Je me suis dit que cette ville m'avait vu traverser des choses qu'elle ne savait pas, que ces pavés m'avaient porté pendant les jours les plus difficiles, que ces murs ocre avaient absorbé des pleurs que je n'aurais pas voulu que quiconque entende, et qu'aujourd'hui, c'était différent. L'église Saint-Jacques de Perpignan est une vieille chose belle et obstinée. Elle a les proportions du gothique méridional, qui est un gothique qui ne cherche pas à écraser mais à tenir, à durer, à être là dans 100 ans comme il était là il y a 500 ans. Les murs sont épais, la lumière entre par les côtés plutôt que par en haut, et il y a dans les pierres une odeur que je connais depuis l'enfance, cette odeur de froid minéral et de cierge et de quelque chose d'indéfinissable qui ressemble au temps lui-même. J'avais demandé à sœur Agnès de m'accompagner. Elle était venue me chercher à l'appartement en voiture, ponctuellement, avec ce calme qu'elle avait pour toutes les choses importantes. Nous n'avions pas beaucoup parlé dans la voiture. Il y a des matins où les mots ne sont pas nécessaires entre des personnes qui se comprennent. Avant d'entrer, je veux vous dire quelque chose. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans cette église et dans le salon paroissial qui a suivi, je dois marquer une pause. Parce que ce que je vais vous dire maintenant, je ne l'ai raconté à personne dans son entièreté avant aujourd'hui. Certaines parties, oui. Certains fragments, à sœur Agnès, à Julien, au père Marceau. Mais l'histoire complète, avec tous ses poids et toutes ses lumières, je vous la donne pour la première fois. Alors, si vous êtes encore là, si vous avez suivi cette vieille femme depuis le début, je vous demande une chose avant de continuer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une Élodie dans votre vie ou si vous avez été vous-même une Madeleine, quelqu'un qui a porté une vérité seule trop longtemps. Je lis chaque commentaire. Et si cette histoire vous touche dans les os, laissez un like, abonnez-vous, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Et maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette église. Nous sommes arrivés avec 20 minutes d'avance. L'église était encore calme. Quelques fidèles habituels dans les premiers rangs, des bougies allumées devant la chapelle latérale de la Vierge, le père Marceau qui vérifiait quelque chose près de l'autel avec un servant de messe. Il nous a vus entrer et m'a adressé un signe de tête discret. Ce signe-là contenait tout ce dont nous n'avions pas besoin de reparler. Sœur Agnès et moi, nous sommes installés sur le côté gauche, dans l'avant-dernier rang. Pas au fond comme quelqu'un qui se cache. Pas devant comme quelqu'un qui cherche à être vu. Sur le côté, avec la vue sur l'allée centrale et sur le baptistère qui avait été préparé pour la cérémonie. Les autres sont arrivés progressivement. Mathieu est entré le premier, seul, avec son manteau gris et cette expression légèrement perdue qu'il avait souvent dans les situations sociales qui sortèrent de son cadre habituel. Il s'est assis sur la droite sans regarder autour de lui. Colette est arrivée peu après, avec une amie, une femme de son âge que je ne connaissais pas. Colette portait un manteau bordeaux et ce chignon bas qui était sa marque. Elle m'a vu en entrant. Il y a eu une seconde d'arrêt dans sa démarche, imperceptible peut-être pour quelqu'un qui ne la connaissait pas, mais visible pour moi. Puis elle a continué et s'est assise côté droit aussi, 3 rangs devant Mathieu. Rémi est arrivé avec Jeanne, sa femme, depuis Nîmes. Il m'avait dit qu'il viendrait quand Julien l'avait invité. Il m'a vu,
a souri avec ce sourire de frère qui dit « Je suis là sans avoir besoin d'en dire davantage » et s'est assis sur ma gauche après m'avoir embrassé sur les 2 joues. Et puis Élodie est entrée. Je l'ai regardée comme on regarde quelqu'un qu'on a aimé toute sa vie et qu'on n'arrive pas encore à haïr, même quand on devrait peut-être, ou quand on croit qu'on devrait. Elle portait un manteau beige, bien coupé, avec une écharpe ivoire. Ses cheveux étaient relevés. Elle avait ce visage qu'elle avait les jours importants, un visage lisse et contrôlé qui ne laissait rien filtrer d'involontaire. Elle a regardé autour d'elle en entrant, l'évaluation rapide de quelqu'un qui prend la mesure d'une pièce. Elle m'a vu. Il y a eu quelque chose dans ses yeux pendant une fraction de seconde. Je ne saurais pas le nommer précisément. De la surprise, peut-être. Ou quelque chose de plus complexe. La rencontre d'une réalité qu'elle n'avait pas complètement intégrée. Le fait que j'étais là, debout, présente, dans une robe bleu marine et avec une chaîne en or. Puis le masque est revenu et elle s'est assise à côté de son mari. Julien est entré par la sacristie avec les autres catéchumènes, accompagné par le père Marceau. Il était le plus grand du groupe, un peu gauche dans son aube blanche, avec ses yeux clairs qui cherchèrent les visages familiers. Quand il m'a trouvé, il a eu un sourire qui venait de quelque part, de profond. Pas le sourire de circonstance qu'on fait aux cérémonies. Le sourire de quelqu'un qui voit quelque chose d'important être à sa place. La messe a commencé. Le père Marceau officiait avec la sobriété qui lui était propre, sans effet, sans emphase artificielle, avec une façon de dire les textes qui donnait l'impression qu'il les disait pour la première fois parce qu'il les avait suffisamment pensés pour les trouver encore neufs. Les chants montaient dans les voûtes de pierre. La lumière du matin entrait par les fenêtres latérales et posait des rectangles clairs sur les dalles. Le baptême lui-même a duré ce qu'il dure, avec ses questions, ses réponses, l'eau versée, les mains posées. Julien avait le visage de quelqu'un qui comprend exactement ce qu'il est en train de faire. C'est une chose rare, cette conscience-là dans un moment cérémoniel. On voit souvent les gens traverser les rites avec la distraction de ceux pour qui le rite est une formalité. Julien n'était pas distrait. Il était entièrement là. J'ai senti les larmes à un moment donné. Pas des larmes de chagrin. Des larmes de ce genre qui arrivent quand quelque chose d'important se confirme, quand une intuition qu'on avait sur quelqu'un se révèle exacte. J'avais vu juste sur cet enfant. Il était ce que je pensais qu'il était. Sœur Agnès a posé sa main sur la mienne sans un mot. Après la cérémonie, la paroisse avait organisé un petit déjeuner dans le salon paroissial adjacent à l'église. C'est l'usage pour les baptêmes d'adultes, une façon de prolonger le moment dans la chaleur et le partage. Des tables avec des nappes blanches, du café, des jus de fruits, des gâteaux que les femmes du comité paroissial avaient préparés, ces petites choses simples et bonnes qui caractérisent les fêtes d'église. Je me suis installée à une table avec sœur Agnès et Rémi et Jeanne. Colette était à une table proche avec son amie. Élodie et Mathieu de l'autre côté de la salle, entourés de quelques connaissances. Le bruit des conversations remplissait l'espace, ce bruit particulier des rassemblements après une cérémonie, une légèreté qui n'est pas légèreté, mais soulagement partagé. Julien allait de table en table, remerciant les gens d'être venus, avec sa façon maladroite et sincère d'être dans une pièce. Il est venu vers moi en premier. Il s'est penché et m'a embrassé sur le front, ce qui était inhabituel et qui m'a fait quelque chose dans la poitrine. Puis il a regardé autour de lui, a regardé sa mère de l'autre côté de la salle, et il m'a regardé à nouveau. Il a dit doucement « Mamie, vous avez l'enveloppe. » Ce n'était pas une question. J'ai dit oui. Il a dit que si je voulais dire quelque chose, il demanderait à tout le monde d'écouter, que c'était le bon moment s'il y en avait un, que la cérémonie qui venait de se terminer méritait la vérité pour fondement. Je lui ai demandé s'il était certain. Il a dit qu'il était certain depuis le mois d'octobre. Je vais vous dire ce qui s'est passé ensuite, mais je dois marquer une pause une dernière fois avant cette partie. Parce que ce que vous allez entendre, c'est le moment vers lequel tout le reste de cette histoire avançait depuis 2 ans. Et je veux que vous le receviez entièrement. Alors, avant que je continue, une dernière chose. Si vous êtes avec moi depuis le début de cette histoire, si vous avez écouté chaque partie, laissez-moi un commentaire avec le mot « vérité ». Juste ce mot-là. Ceux qui ont vraiment écouté comprendront pourquoi ce mot compte.
Et s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a une nouvelle histoire chaque jour. Et peut-être que celle de demain sera celle qui dit quelque chose dont vous avez besoin d'entendre. D'où regardez-vous ce soir? Quelle heure est-il chez vous? Je veux le savoir. Maintenant, voilà ce qui s'est passé dans ce salon paroissial. Julien s'est levé et a demandé l'attention de la salle. Ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent dans les petits déjeuners après baptême. Les conversations se sont tues progressivement, les gens ont tourné la tête, quelqu'un a posé sa tasse. Le père Marceau, qui était assis dans le coin, m'a regardé. Il savait. Julien a dit, simplement, qu'il voulait que tout le monde entende sa grand-mère, qu'elle avait quelque chose à partager, que cette cérémonie lui semblait le bon endroit pour le faire. J'ai senti le regard d'Élodie traverser la salle et se poser sur moi. Elle avait cessé de sourire. Je me suis levé. Sœur Agnès a posé sa main sur mon bras une seconde, juste une seconde, comme un passage de témoin. Puis, j'ai pris mon sac, j'en ai sorti l'enveloppe, et je me suis avancé vers le père Marceau. Je lui ai donné l'enveloppe. Je lui ai demandé de lire un passage que j'avais marqué au stylo, une simple marque au crayon dans la marge, 3 lignes à peu près au milieu de la lettre. Le père Marceau a ouvert l'enveloppe. Il a sorti la lettre. Il a trouvé le passage marqué. Et dans ce salon paroissial de Perpignan, dans cette lumière du matin d'hiver qui entrait par les hautes fenêtres, il a lu à voix haute les mots qu'Élodie avait écrits de sa propre main à l'administration du centre médical Saint-Roch. Il a lu la phrase sur mon discernement prétendument compromis. Il a lu la phrase sur les implications pratiques d'un traitement prolongé. Et il a lu cette phrase, celle qui avait arrêté sœur Agnès et moi dans ma cuisine un matin d'hiver, celle qui parlait d'un fardeau qui prolongeait une situation sans utilité. Le silence dans le salon était de la nature de ceux qui ne ressemblent à rien d'autre. Élodie s'est levée, elle a dit que ce n'était pas le moment, que cette lettre était ancienne, qu'elle était sous pression à l'époque, que personne dans cette salle n'avait le droit de la juger sans connaître ce qu'elle avait traversé. Sa voix avait pris une qualité que je ne lui connaissais pas tout à fait, quelque chose entre la colère et quelque chose de plus fragile sous la colère. Mathieu, assis à côté d'elle, ne disait rien. Je le voyais regarder ses mains sur la table, ce même geste de quelqu'un qui vient d'apprendre quelque chose et qui ne sait pas encore où mettre ce qu'il vient d'apprendre. Et alors, Colette Delorme s'est levée. Colette, qui avait toujours cru la version d'Élodie. Colette, avec son manteau bordeaux et son chignon bas, et sa façon de tenir ses opinions jusqu'au moment de les dire avec précision. Elle s'est levée et elle a regardé sa belle-fille. Elle a dit, et sa voix était parfaitement calme, que les gens dans cette salle avaient tous connu le soin d'un proche malade, que certains avaient traversé des choses très difficiles, que la fatigue d'accompagner était réelle et que personne ici ne la niait. Puis elle a dit, avec cette précision qui lui était propre, qu'elle avait pris soin de son mari jusqu'au dernier jour, qu'elle avait été épuisée, débordée, perdue parfois, que la fatigue pouvait expliquer des larmes, des absences, des moments de craquage, que la fatigue ne pouvait pas expliquer une lettre. Elle a regardé Élodie et elle a dit « Cela n'explique pas l'abandon, Élodie. » Ces mots-là ont eu la qualité d'une lame propre. Pas d'éclat, pas de sens spectaculaire, juste la précision d'une vérité dite sans décoration par quelqu'un qui avait toujours été de son côté. Élodie s'est rassise. Je ne la regardais pas avec triomphe. Je veux que vous le sachiez. Ce n'est pas ce que je ressentais. Ce que je ressentais était quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus douloureux que le triomphe. C'était du chagrin. Du chagrin pour les 2 ans perdus. Du chagrin pour les visites qui n'avaient pas eu lieu, pour les mots de courage qui n'avaient pas été dits, pour la présence qui aurait pu guérir davantage que n'importe quel médicament et qui avait été retenue. Du chagrin pour ma fille elle-même, pour ce qu'elle avait choisi de faire, et ce que ce choix allait lui coûter maintenant que la vérité était dans la lumière. Julien s'est approché de moi. Il m'a pris la main sans rien dire. Sa main était grande et chaude, et je me suis souvenu de quand il était petit et qu'il me donnait la main comme ça dans les marchés pour ne pas se perdre. Le père Marceau a remercié tout le monde de sa présence et a dit quelques mots sur ce que la vérité signifie dans un contexte de foi. Pas un sermon, pas un jugement,
Juste quelques mots simples sur le fait que les fondations tiennent quand elles sont posées sur ce qui est réel. La salle s'est progressivement reprise. Les conversations ont repris, plus basses, plus prudentes. Les gens finissaient leur café. Certains s'approchèrent de moi pour me dire quelque chose, doucement, de la main posée sur l'avant-bras, du regard qui dit « Je comprends maintenant ». Rémi est venu s'asseoir à côté de moi. Il avait les yeux brillants. Il m'a dit qu'il était désolé de n'avoir pas su. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à l'être, qu'il n'avait pas eu accès à ce que j'avais. Il m'a dit que ça ne changeait rien à ce qu'il ressentait. Rémi a 72 ans et une mauvaise hanche et il est encore capable de dire « je suis désolé » sans qu'on lui torde le bras pour l'obtenir. C'est une qualité que j'ai toujours aimée chez lui. Élodie est partie avant la fin. Je l'ai vu se lever, prendre son sac, dire quelques mots à Mathieu qui n'a pas bougé, et sortir par la porte latérale. Ses talons sur les dalles du salon, un écho qui s'éloigne. J'avais déjà entendu ce son-là. Dans un couloir du centre médical Saint-Roch, un mardi de février avec le ciel blanc au-dessus des toits. Cette fois, la différence était que ce n'est pas moi qui restais dans le vide. Mathieu est resté dans la salle encore un moment. Il ne s'est pas approché de moi ce jour-là. Mais avant de partir, il m'a regardé depuis l'autre côté du salon avec un regard que je reconnaissais, le regard de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il a défendu une version incomplète pendant trop longtemps. Ce regard-là ne demandait rien et ne promettait rien. Il constatait simplement. Et c'était suffisant pour l'instant. Colette est venue me voir avant de partir. Elle s'est assise en face de moi à la table, droite comme toujours, avec ses mains croisées sur ses genoux, et elle m'a regardé un moment sans parler. Puis elle a dit qu'elle n'avait pas su, que si elle avait su, elle aurait agi autrement. Elle a dit cela avec la même précision qu'elle mettait dans toutes ses paroles, sans ornement, sans excuse excessive. Un constat factuel et une reconnaissance. Je lui ai dit que je le savais, et que cela ne changeait pas ce que je pensais d'elle. Elle a hoché la tête. Puis elle est repartie avec son amie, droite dans son manteau bordeaux, avec cette façon de marcher des femmes qui ont appris que la tenue était une forme de respect de soi. Sœur Agnès était restée à l'écart pendant tout ce temps, présente sans s'imposer, comme elle faisait toujours. Quand la salle s'est vidée progressivement, elle s'est approchée et elle a posé sa main sur mon épaule. Elle a dit « Vous avez bien fait. Pas vous avez eu raison. Pas vous avez gagné. Vous avez bien fait. » La différence entre ces formulations me semble importante encore aujourd'hui. Julien est resté le dernier. Après que tout le monde fut parti, nous sommes restés lui et moi dans le salon presque vide, avec les tasses abandonnées et les assiettes avec les restes de gâteaux et la lumière de la fin de matinée qui commençait à descendre sur les nappes blanches. Il s'était assis en face de moi, les coudes sur la table, et il me regardait avec ses yeux clairs. Il m'a demandé si j'allais bien. J'ai réfléchi honnêtement à cette question, ce qui est la seule façon de la recevoir quand quelqu'un la pose avec un vraiment dedans, même s'il ne le dit pas. J'ai dit que oui, que j'allais bien, que j'étais épuisée d'une façon que le corps reconnaît après avoir porté quelque chose longtemps et l'avoir finalement posé, que j'avais du chagrin pour des choses qui ne se répareront peut-être pas, mais que oui, j'allais bien. Julien a hoché la tête. Il a dit qu'il y avait des choses dans sa tête à démêler. Sur sa mère, sur sa famille, sur comment continuer avec tout ça. Il a dit qu'il ne savait pas encore, mais qu'il savait au moins où il en était. Je lui ai dit que c'était assez pour aujourd'hui. Nous sommes sortis ensemble de l'église Saint-Jacques dans l'air froid du premier dimanche de l'Avent, lui avec son aube pliée sous le bras, moi avec mon sac et mon enveloppe maintenant vide de son poids secret, et nous avons marché un moment côte à côte sur les pavés de Perpignan sans avoir besoin de parler. Le lendemain du baptême, je me suis levée plus tard que d'habitude. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je suis une femme de 7 heures du matin, de café préparé dans le silence du réveil, de journée qui commence avant que la ville soit complètement réveillée. Mais ce lendemain-là, mon corps avait décidé autrement, et j'ai appris depuis la maladie à ne pas contester les décisions de mon corps quand elles sont raisonnables. J'avais porté quelque chose de lourd pendant 2 ans. Je venais de le poser. Il était normal de se reposer après. Je suis restée allongée dans la lumière qui entrait par les volets entr'ouverts, la lumière de décembre qui est différente de toutes les autres lumières, plus basse, plus oblique,
avec quelque chose d'honnête dedans, comme si le soleil de décembre ne cherchait plus à convaincre et se contentait d'être là. Les rectangles oranges du réverbère n'étaient plus là, bien sûr, le jour était levé, mais il y avait sur le plafond une clarté douce et horizontale qui ressemblait à la paix telle que je l'imagine. J'ai tourné la tête vers la table de nuit. L'enveloppe n'était plus là, non pas parce que quelqu'un l'avait prise. Elle était dans mon sac, dans l'entrée, vide maintenant du document qu'elle avait porté pendant 2 ans. Le père Marceau avait gardé la lettre comme pièce de référence, à ma demande, dans les archives de la paroisse. Ce n'était pas une démarche légale, pas encore. C'était simplement poser quelque chose quelque part de solide. La lettre avait besoin d'exister ailleurs que dans mon tiroir. Elle avait besoin de témoins autres que moi. Ce qui était sur ma table de nuit maintenant, à la place de l'enveloppe, c'était le géranium rose que Julien m'avait apporté en pot des mois plus tôt et que j'avais déplacé là depuis le balcon pour l'hiver. Une petite chose vivante et persistante, avec ses feuilles d'un vert soutenu et ses fleurs qui refusaient obstinément de cesser de fleurir, même en décembre. Je l'ai regardé un moment. Il m'a semblé que c'était un bon objet pour commencer un nouveau matin. Les semaines qui ont suivi le baptême ont eu une texture particulière. Pas le soulagement immédiat et total que j'aurais peut-être naïvement imaginé. La vérité ne fonctionne pas comme ça. Elle ne répare pas instantanément ce qu'elle révèle. Elle ouvre des espaces, crée des possibilités, mais ces espaces doivent être habités, et cela demande du temps et du travail et une certaine patience avec soi-même et avec les autres. Mathieu m'a appelé 1 semaine après la cérémonie. Il s'excusait. Pas de façon excessive, pas avec les mots de quelqu'un qui cherche à être absous rapidement. Avec la maladresse sincère d'un homme qui réalise qu'il a, pendant des années, reçu des informations par un seul canal et ne s'est pas posé suffisamment de questions sur ce qu'il ne lui était pas dit. Il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour comprendre. Que certaines choses qu'il croyait vraies de sa famille s'étaient révélées être différentes de ce qu'il pensait. Qu'il était perdu un peu, mais honnêtement. J'ai apprécié cet honnêtement. Je lui ai dit que je n'avais aucune rancune envers lui, que je comprenais sa position, que personne dans cette histoire n'avait apporté la culpabilité d'avoir cru quelqu'un qui était sa femme, que la confiance n'est pas une faiblesse. Il a remercié. Puis il a ajouté, après un silence, qu'il essayait de savoir comment parler à Élodie de tout ça, que ce n'était pas simple. Je lui ai dit que c'était entre eux et que je n'avais pas de conseils à donner sur la façon dont leur couple traverserait ça, mais que pour ce qui me concernait, la porte n'était pas fermée. Ces mots-là, la porte n'était pas fermée, m'ont coûté quelque chose à dire. Pas parce qu'ils étaient faux, mais parce que les dire vraiment, et pas seulement comme formule de politesse, demandaient que je choisisse activement de ne pas me fermer. Et après 2 ans de ce que j'avais traversé, cette ouverture n'allait pas de soi. Elle était un acte de volonté délibéré. Mais c'est ce que je voulais être. Pas fermé, pas dur, blessé, oui, et lucide sur ce qui s'était passé, mais pas fermé. Rémi m'a rappelé aussi dans les jours suivants, plus longuement cette fois. Nous avons parlé vraiment, peut-être plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis la mort de François. Il m'a dit qu'il avait du chagrin de n'avoir pas mieux vu. Je lui ai dit ce que j'avais dit à Mathieu. Il m'a dit que Jeanne et lui viendraient passer quelques jours à Perpignan en janvier. J'ai dit que j'en serais très heureuse. Ce sont ces petits mouvements vers les autres qui constituent la reprise. Pas un grand geste décisif. Plusieurs petits gestes successifs, un appel, une visite annoncée, une porte laissée ouverte, un café bu ensemble dans la cuisine. C'est la texture réelle de la reconstruction, celle qu'on ne voit pas dans les histoires qui vont vite, mais qui est la seule qui tient. Si vous êtes encore là, si vous avez suivi cette histoire depuis le début, depuis ce couloir du centre médical Saint-Roch jusqu'à ce matin de décembre dans mon appartement de la rue du Castillet, je veux vous dire quelque chose avant de continuer. Vous m'avez donné quelque chose en écoutant, le cadeau d'être entendu que j'ai mentionné au début. Ce n'est pas une formule, c'est réel. Porter une histoire seule, c'est une chose. La partager et sentir que des gens la reçoivent, c'en est une autre. Et cette autre chose-là a une valeur que je ne savais pas quantifier avant de la ressentir. Alors, je vous demande quelque chose. Si cette histoire vous a touché,
Quelque chose dans la façon dont une femme de 79 ans peut encore se lever, encore porter la vérité jusqu'à la lumière. Laissez-moi un commentaire avec le mot « vérité ». C'est le mot de cette histoire. C'est le mot qui résume ce que 2 ans dans un tiroir ont fini par devenir. Et laissez un like si vous avez senti quelque chose. Abonnez-vous si vous voulez une nouvelle histoire demain. Il y en a une chaque jour ici. Et partagez ceci avec quelqu'un qui porte quelque chose de lourd seul en ce moment. Quelqu'un qui pense, peut-être que personne ne le verra, que personne ne le croira, que la vérité qu'il porte n'intéresse pas le monde. Dites-leur que si. D'où regardez-vous ce soir? Quelle heure est-il chez vous? Je veux le savoir. Maintenant, laissez-moi vous dire la suite. Colette est venue me rendre visite en janvier. Elle est venue seule, sans son ami, sans son manteau bordeaux cette fois, avec un manteau gris plus simple, comme si elle avait décidé de venir sans ses attributs habituels. Elle m'a apporté un gâteau aux amandes qu'elle avait fait elle-même. Nous avons bu du café dans ma cuisine, à cette table où j'avais relu la lettre d'Élodie des dizaines de fois, et nous avons parlé pendant presque 2 heures. Elle m'a dit des choses que je n'attendais pas. Elle m'a dit que dans les années qui avaient précédé la maladie, elle avait perçu chez Élodie une rigidité qui l'inquiétait parfois, sans qu'elle sache comment le nommer. Une façon de contrôler les récits, de présenter les situations toujours depuis son point de vue à elle, de rendre difficile à ceux qui l'aimaient de voir les choses autrement que comme elle les présentait. Elle m'a dit qu'elle avait mis ça sur le compte de la personnalité, de l'anxiété peut-être, sans jamais penser que ça pouvait aller aussi loin. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Il y avait dans ce qu'elle me disait quelque chose de plus douloureux encore que ce que j'avais vécu. Parce que ce qu'elle me décrivait, c'était une Élodie que je reconnaissais. Pas un monstre, pas quelqu'un de fondamentalement mauvais. Quelqu'un de fragile d'une façon particulière, qui gérait cette fragilité en contrôlant ce que les autres savaient, en rendant les récits favorables, en évitant les situations où elle perdrait la maîtrise de sa propre image. La maladie avait été une de ces situations. Une mère malade, ça ne se contrôle pas. Ça demande, ça déborde, ça ne rentre pas dans les cases. Et Élodie, face à quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, avait fait ce qu'elle savait faire. Elle avait construit une version de la réalité qui lui redonnait le contrôle. Ce n'était pas une explication qui excusait, mais c'était une explication qui rendait la chose humaine, et la rendre humaine rendait le chagrin que j'éprouvais plus légitime encore, parce qu'on ne pleure pas vraiment les monstres. On pleure les gens qui auraient pu être différents et qui ne l'ont pas été. Élodie n'est pas venue me voir, pas en janvier, pas en février. J'ai attendu un peu, sans vraiment attendre, parce qu'attendre aurait voulu dire que mon état dépendait de ce qui viendrait d'elle, et j'avais décidé que ce temps-là était révolu. Mon état dépendait de moi, de mes journées, de mon café du matin, de sœur Agnès qui venait le jeudi, de Julien qui venait le samedi avec du pain, de Rémi qui appelait le dimanche depuis Nîmes, mais je mentirais si je disais que son absence ne me pesait pas. Elle me pesait, d'une façon qui a sa propre géographie, différente de la colère, différente du chagrin ordinaire. C'est une sorte de deuil incomplet, le deuil d'une relation qui existe encore, mais qui ne ressemble plus à ce qu'on avait imaginé qu'elle serait. Un deuil de l'avenir qu'on avait envisagé, des dimanches qui n'auront pas lieu comme on les avait rêvés, des conversations qui n'arriveront peut-être jamais. Je pensais parfois, dans ces matins de janvier au balcon avec mon café, à la façon dont elle était enfant. Elle avait 8 ans et elle apprenait à lire avec une application farouche, assise à la table de la cuisine, le doigt posé sur les lignes, la langue légèrement entre les dents en signe de concentration. Quand elle avait compris quelque chose de difficile, elle levait les yeux avec un sourire qui était entier, sans réserve, le sourire d'avant le masque. Je me souviens de ce sourire. Je me souviens de la petite fille qu'il avait. Elle est toujours là, quelque part sous tout le reste. C'est ça le plus douloureux. Julien est devenu, dans cette période, quelque chose de difficile à nommer avec précision. Pas un remplaçant, non. Les relations ne fonctionnent pas comme des remplacements. Mais une présence qui avait sa propre qualité, distincte, irremplaçable à sa façon. Un pont, peut-être, entre ce que la famille avait été et ce qu'elle pourrait peut-être devenir, lentement, avec du travail et de la patience, et beaucoup de vérités dites à voix basse dans des cuisines.
Il m'a posé une question un samedi de mars. Il m'a demandé si je lui raconterais vraiment comment s'était passée la traversée. Pas la version raccourcie, pas le résumé que j'avais donné ici et là à ceux qui avaient demandé comment j'allais. La vraie version. Les semaines difficiles une par une. Les jours où se lever était suffisant. Les matins où l'enveloppe sur la table de nuit pesait plus que d'habitude. Il m'a dit qu'il voulait comprendre et qu'il demandait non pas pour juger sa mère, mais pour savoir ce qu'une personne peut traverser et à quoi ressemble la traversée de l'intérieur. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit qu'il voulait être le genre de personne qui sait voir les traversées des autres, qui sait les reconnaître, qui ne les explique pas trop vite et ne les minimise pas. Et que pour être ce genre de personne, il avait besoin de comprendre à quoi elles ressemblent vraiment. J'ai répondu que c'était une des plus belles raisons qu'on m'avait jamais données pour me demander quelque chose. Et nous avons parlé pendant 3 heures ce samedi-là. Avec le pain sur la table et le café froid parce qu'on avait oublié de le boire, et la lumière de Mars qui changeait progressivement dans la cuisine, passant du blanc au doré de l'après-midi. Je lui ai dit des choses que je n'avais dites à personne. Les jours les plus durs, les moments de doute sur moi-même. Les fois où la version d'Élodie s'était glissée dans ma tête malgré moi et m'avait fait me demander si c'était peut-être vrai que j'étais difficile, trop exigeante, impossible à aider. Le travail constant de revenir à ce que je savais être réel. Julien avait écouté avec toute son attention. À la fin, il avait dit que c'était courageux. Non pas de façon grandiose, mais de façon simple et précise. Le genre de courage qui n'est pas fait d'un grand moment, mais d'une succession de jours où on choisit de ne pas se laisser convaincre qu'on est ce qu'on n'est pas. Je lui ai dit que je n'avais jamais pensé à ça dans ces termes. Il a dit que c'était peut-être pour ça que j'avais réussi à le faire. Parce que je n'y pensais pas comme à du courage. Je le faisais simplement. Je voudrais m'arrêter ici pour parler directement à ceux qui écoutent. Je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui reconnaissent quelque chose dans cette histoire. Pas nécessairement les mêmes circonstances, pas nécessairement une maladie ou une lettre ou une cérémonie dans une église, mais quelque chose dans la structure de ce qui s'est passé. L'expérience d'avoir sa propre réalité contestée par quelqu'un en qui on avait confiance. L'expérience d'être traité comme un poids par quelqu'un qui aurait dû être un soutien. L'expérience de porter une vérité seule parce que les systèmes autour de soi semblaient avoir décidé d'une version différente. Si vous reconnaissez cela, je veux vous dire quelque chose. Votre instinct est réel. Ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous savez dans vos os, même quand les autres vous disent que vous imaginez, cela mérite d'être pris au sérieux. Pas par orgueil, pas par entêtement. Parce que les gens qui vivent les choses les voient d'une façon que ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas toujours atteindre. Et la vérité, même quand elle est enfermée longtemps dans un tiroir, même quand personne autour de soi ne semble prêt à la recevoir, la vérité a une façon de trouver son chemin. Pas toujours spectaculairement, pas toujours rapidement, mais elle trouve. Elle finit toujours par trouver. Je veux aussi parler aux familles, pas pour faire la leçon, pas pour donner des conseils non demandés, mais pour dire quelque chose que j'aurais voulu que quelqu'un dise autour de moi, quelques années en arrière, avant que les choses ne prennent la forme qu'elles ont prise. Quand quelqu'un dans votre famille dit qu'il s'inquiète pour quelqu'un d'autre, quand quelqu'un soulève une question difficile, quand quelqu'un pose un problème qui dérange l'équilibre de ce qu'on croit savoir, la première réaction facile est de minimiser. De dire « tu exagères »,« tu imagines »,« tu as toujours été comme ça ». C'est plus simple que d'envisager que la réalité soit plus compliquée que la version qu'on connaît. Mais cette facilité-là a un coût. Elle a le coût de tout ce qui n'est pas dit et qui grossit dans le silence. Elle a le coût des vérités gardées trop longtemps parce que personne ne semblait prêt à les entendre. Elle a le coût de la personne qui finit par se demander si elle est vraiment celle qu'on lui dit qu'elle est. Prenez le temps d'écouter, même quand c'est inconfortable. Surtout quand c'est inconfortable, parce que l'inconfort est souvent le signe qu'on s'approche de quelque chose de réel. 6 mois après le baptême de Julien, mon médecin a utilisé un autre mot que stabilisation. Il a dit « rémission ». Ce mot-là a une résonance particulière quand on a traversé ce que j'ai traversé. Ce n'est pas une guérison complète au sens où rien ne subsiste. Mon corps porte ses marques, comme toute traversée laisse des traces. La fatigue est encore là parfois,
Pas aussi lourde qu'avant, mais présente. Il y a des examens réguliers, des visites au centre médical, une vigilance qui fait maintenant partie de ma vie ordinaire. Mes rémissions signifient que j'ai le temps, que les matins de la rue du Castillet ne sont pas comptés d'une façon qui me ferait changer comment je les vis, que le géranium rose de Julien aura d'autres printemps sur mon balcon, que le café du matin a des années devant lui. Sœur Agnès et moi fêtons cela, modestement, avec du thé et des gâteaux dans ma cuisine, comme nous avons fêté beaucoup de choses depuis qu'elle s'est assise à côté de moi sur ce banc du centre médical avec son thermos dans la sacoche. Elle a 65 ans et elle continuera ses tournées bénévoles dans les couloirs de Saint-Roch encore longtemps, j'espère, parce que les gens qui ont ce qu'elle a sont rares et précieux, et leur présence dans le monde compte plus qu'ils ne le savent souvent eux-mêmes. Je lui ai demandé un jour ce qui l'avait amenée vers ce travail de bénévole. Elle m'a dit qu'elle avait perdu sa propre mère dans un hôpital il y a 20 ans et que sa mère était morte dans une chambre où personne n'était venu le jour de sa mort parce que les horaires de visite ne le permettaient pas. Elle avait décidé ce jour-là que tant qu'elle pouvait faire en sorte que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre, elle le ferait. Il y a dans cette réponse toute la logique du don. On ne donne pas par obligation ou par vertu abstraite. On donne parce qu'on comprend de l'intérieur ce que c'est de manquer de quelque chose et qu'on a la capacité de le fournir. Je pense souvent à Élodie. Non pas avec les dents serrées de quelqu'un qui rumine, mais avec cette pensée douce amère qu'on a pour les gens qu'on aime et qui ne sont pas là de la façon dont on aurait voulu qu'ils soient là. Elle vit sa vie aux Aspres avec Mathieu, qui prend soin de son jardin le week-end et qui a dû réajuster certaines certitudes sur sa propre maison. Ce que leur couple est devenu dans l'après de tout ça, je ne le sais pas entièrement. Julien m'en parle un peu, prudemment, avec la protection qu'il a pour ses deux parents, malgré tout. Élodie n'a pas encore demandé pardon. Peut-être qu'elle ne le demandera jamais. Il y a des gens pour qui reconnaître un tort de cette ampleur est impossible. Non par méchanceté, mais par une fragilité interne si profonde que l'admettre serait comme perdre le sol sous les pieds. Je ne sais pas si c'est ça pour elle. Je ne suis pas dans sa tête. Mais je me suis faite à l'idée que mon état de bien-être ne peut pas dépendre de ce qu'elle fera ou ne fera pas. C'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai apprise depuis 2 ans. Pas la plus inattendue, mais la plus difficile à pratiquer vraiment, au-delà des mots. Je vais vous dire maintenant comment les matins ressemblent aujourd'hui. Je me lève à 7 heures, comme avant. Je prépare mon café dans la cuisine étroite de la rue du Castillet, avec la cafetière italienne que j'ai depuis 20 ans et dont le bec verse toujours légèrement de travers, ce que j'ai essayé de corriger sans succès et que j'ai fini par accepter comme un trait de caractère. Le café a le même goût qu'avant la maladie. C'est une des choses simples qui font que les matins ressemblent à des cadeaux plutôt qu'à des obligations. Je vais parfois au balcon avec la tasse chaude entre les 2 mains, même en hiver, même quand il fait froid, parce que l'air de la rue du Castillet a une odeur le matin qui est la mienne depuis longtemps. Quelque chose de minéral, de vieux, mêlé à la boulangerie qui ouvre 2 numéros plus bas. On ne change pas ces choses-là. On ne voudrait pas les changer même si on le pouvait. Sur la table de nuit maintenant, il y a seulement ce qui devrait toujours y être. Un verre d'eau, la petite lampe. Le livre que je lis, en ce moment un roman de Patrick Modiano que Julien m'a apporté, et qui a cette qualité particulière de parler du passé d'une façon qui n'est pas nostalgique mais présente, comme si les choses passées étaient encore là quelque part à portée de main si on savait où regarder. L'enveloppe n'y est plus. La table de nuit a l'air plus légère. Ou c'est moi qui ai l'air plus légère. Les deux peut-être. Julien est venu un mardi de la semaine dernière, sans prévenir comme il le fait parfois, avec du pain de campagne et des clémentines et rien d'autre, et c'était exactement ce qu'il fallait. Nous avons mangé des tartines dans la cuisine avec de la confiture d'abricot que sœur Agnès m'avait donnée d'un pot qu'elle avait fait elle-même. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre et posait une ligne dorée sur la table. Julien m'a demandé si j'allais raconter mon histoire à d'autres personnes un jour. Pas en détail, pas avec tous les noms et toutes les couches, mais l'essentiel. Ce qu'on apprend en traversant quelque chose de difficile seul et en survivant à ça. Je lui ai dit que j'y pensais. Il a souri avec son sourire qui vient de quelque part de profond. Il a dit qu'il pensait que je devrais. Que les vieilles femmes qui ont traversé quelque chose et qui sont encore là pour en parler ont des choses à dire que les livres ne disent pas de la même façon. Je lui ai dit qu'il était partial
Il m'a dit que c'était possible, mais que ça ne rendait pas ce qu'il disait moins vrai. Nous avons fini les tartines. Nous avons bu un autre café. La lumière a changé et est devenue la lumière de fin d'après-midi qui est ma préférée. Cette heure où le jour ne cherche plus à être brillant et se contente d'être beau. Et maintenant je suis là, à vous dire tout ça. Cette histoire que je vous ai racontée, avec son couloir de centre médical et son enveloppe gardée 2 ans et son baptême du premier dimanche de l'Avent, cette histoire n'est pas exceptionnelle dans le sens où elle serait unique au monde. Elle est ordinaire. Elle est faite de choses qui arrivent dans les familles, du silence qui s'installe entre les gens, des versions contradictoires de la réalité, de la difficulté de parler et d'être entendu, du coût de la vérité et du coût encore plus grand du mensonge de confort. Ce qui est peut-être moins ordinaire, c'est de la raconter. Parce que les histoires, comme celle-là, ont tendance à rester dans les tiroirs. Dans les tiroirs ou dans les têtes, ce qui est encore moins bien parce que les têtes ne permettent pas la même distance que les tiroirs. On les garde pour soi parce qu'on a honte, ou parce qu'on a peur de ne pas être cru, ou parce qu'on ne veut pas passer pour quelqu'un qui se plaint, ou parce qu'on a été convaincu au fil du temps que sa propre version ne compte pas autant que celle des autres. Je voudrais que vous emportiez quelque chose de cette histoire. Pas une morale simple, parce que les situations simples n'ont pas besoin de 2 ans d'une femme de 79 ans pour les démontrer. Mais quelque chose de plus nuancé, quelque chose qui ressemble à la réalité dans sa complexité. La première chose est ceci. L'âge n'est pas une raison de ne pas être cru. L'âge n'est pas une raison de renoncer. L'âge n'est pas une raison de laisser quelqu'un d'autre décider ce que vaut votre vie ou comment elle devrait se terminer. 79 ans n'est pas une fin de récit. C'est un point de vue particulier, gagné sur le long terme, qui voit des choses que les points de vue plus jeunes ne voient pas encore. Ce point de vue mérite d'être entendu. La deuxième chose est celle-ci. La fatigue est réelle. La difficulté d'accompagner quelqu'un dans la maladie est réelle. Il n'y a pas dans cette histoire la leçon simpliste que tous les aidants qui s'épuisent sont coupables de quelque chose. Il y a en revanche la ligne entre l'épuisement et l'abandon, et cette ligne existe. Ce qu'Élodie a fait n'était pas l'épuisement d'une aidante qui craque. C'était une décision, documentée de sa propre main, de traiter la vie de sa mère comme une inconvénience administrative. Cette ligne-là mérite d'être nommée. Nommer les choses pour ce qu'elles sont n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. La troisième chose, est peut-être la plus importante. Les vérités gardées trop longtemps font des dégâts dans tous les sens. Elles font des dégâts à celui qui les porte, évidemment, cette charge qui grossit dans le silence. Mais elles font aussi des dégâts à la famille entière qui vit sur des fondations fausses sans le savoir. Mathieu avait défendu une version pendant des années. Rémi avait des inquiétudes qui ne trouvaient pas de réponse claire. Colette avait des intuitions qu'elle mettait de côté. Tout ce monde-là avançait dans un brouillard construit par quelqu'un qui voulait contrôler ce que chacun savait. La vérité dans le salon paroissial n'a pas détruit une famille. Elle a donné à cette famille la possibilité de se reconstruire sur quelque chose de réel. Cette possibilité n'existait pas tant que la vérité restait dans le tiroir. La quatrième chose que je veux vous laisser est peut-être la plus difficile à entendre pour certains. Il s'agit du pardon. Non pas le pardon au sens d'oublier ou de prétendre que rien ne s'est passé, mais le pardon au sens de décider que ce qui s'est passé ne définira pas tout ce qui vient après. Je n'ai pas pardonné à Élodie dans le sens où j'aurais effacé ce qui a été fait, mais j'ai décidé que je ne voulais pas que ce qui a été fait occupe le centre de ma vie, que ma vie méritait mieux que d'avoir pour centre la blessure qu'une autre personne m'a infligée. C'est une décision qui se prend et se reprend chaque jour. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a que le choix renouvelé de mettre quelque chose d'autre au centre. Le café du matin, le géranium rose, Julien avec son pain du samedi, sœur Agnès avec son thé du jeudi, la lumière de décembre sur les toits de Perpignan. Ces choses-là ne remplacent pas ce qui aurait dû être, mais elles sont réelles, et elles sont bonnes, et elles sont miennes. Et maintenant, je vais vous demander quelque chose une dernière fois, à vous qui avez suivi cette vieille femme du Roussillon depuis le début, depuis ce couloir blanc jusqu'à cette cuisine avec des tartines et de la confiture d'abricots. Si vous êtes resté avec moi à travers tout ça, si vous avez vraiment écouté, du début jusqu'ici, laissez-moi un commentaire avec le mot « vérité ».
Juste ce mot. Ceux qui ont vraiment suivi l'histoire comprendront pourquoi ce mot-là et pas un autre. Et dites-moi d'où vous regardez, quelle est votre ville, quelle heure il est chez vous. Est-ce le soir? Est-ce la nuit? Êtes-vous seul ou quelqu'un est-il avec vous? Je veux savoir. Laissez un like si cette histoire vous a touché quelque part de vrai. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Et chaque histoire essaie de dire quelque chose d'honnête sur les gens que nous sommes et les façons dont nous nous aimons, maladroitement, imparfaitement, avec toutes nos blessures et malgré elles. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin. Vous savez si quelqu'un dans votre entourage a besoin de l'entendre. Faites-leur ce cadeau. Du cœur de cette vieille grand-mère de la rue du Castillet au vôtre, je vous dis merci. Prenez soin de ceux que vous aimez. Dites les vérités difficiles avec douceur quand elles doivent être dites. Et si vous portez quelque chose de lourd ce soir, sachez que les traversées finissent. Elles finissent vraiment. Le géranium rose de Julien fleurit encore sur mon balcon. Et ce matin, j'ai bu mon café dans la lumière.